Aussi vrai que P. Diddy et Epstein sont les deux faces d'une même pièce luciférienne, les révolutions commenceront dans les bibliothèques. C'est avec cette phrase tonitruante de Kateb Yassine que j'introduis ce nouvel épisode de la librairie africaine. Votre rendez-vous désormais hebdomadaire qui, bien plus qu'un rendez-vous, est l'occasion pour nous, pour vous, de prendre en main votre destin en ayant à l'esprit que pour agir, il faut être un homme de pensée et pour être un homme de pensée, il faut agir. Autrement dit, que la pensée doit être en action. Mais pour atteindre cet objectif, rien de tel, rien de mieux, rien de plus efficace que la lecture. Ainsi va le monde. Ceux qui agissent efficacement sont ceux qui lisent, ceux qui apprennent, ceux qui s'élèvent. Les autres, ceux qui se plaignent, ceux qui se victimisent, ceux qui se sont enfermés dans le passé, très souvent sont ceux qui ne lisent pas. Et notre initiative, la vôtre, vous devez en prendre acte afin de la répandre, à commencer par la jeunesse afro. Remercions notre partenaire principal, Présence africaine, pour son soutien symbolique, mais pour son soutien concret, dans la mesure où elle vous ouvre ses portes, afin que vous puissiez y venir récupérer des pépites qui vont vous enrichir, vous et vos proches, grâce notamment à un code promo, 10%, vous allez sur place ou sur internet, vous indiquez que vous êtes porteur de la librairie africaine. Et aujourd'hui, nous allons aborder une œuvre, et non des moindres. Cette œuvre est à la fierté algérienne, ce que Victor Hugo et Molière est à la fierté française, ou ce que Shakespeare est à la fierté anglaise. Nedjma. Mais avant de vous en dire davantage, je vais quand même laisser le soin à mes acolytes, les princesses et autres princes de la lecture, de se présenter. Ida, sois la bienvenue. Merci Herman. Moi, je vais très bien, merci de m'avoir invitée. Moi, je m'appelle Ida, je suis professeure en français et en philosophie à Casablanca. Et voilà, je suis très heureuse de venir parler de Nedjma ici. Moi, je suis issue d'études plutôt littéraires, philosophiques. Et donc, c'est un beau mélange qu'il y a de tout ça dans Nedjma et même bien plus encore. Très bien, on en saura davantage dans quelques minutes. Marie Fidèle, notre docteur S pensée, S féminisme et j'en passe. Sois la bienvenue. Merci, je prends. Hello Herman, moi je vais super bien. En tout cas, je suis vraiment ravie d'être ici et d'en apprendre davantage justement sur cette littérature, surtout que moi aussi je suis aussi dans le milieu de l'enseignement en tant que socio-anthropologue et je m'adresse beaucoup aux thématiques qui touchent à la colonisation, aux enjeux qui traversent aussi l'Afrique de manière générale. Donc vraiment je suis ravie de pouvoir établir ces échanges avec vous tous. Voilà. Merci, sois la bienvenue. Et enfin, le frère que l'on ne présente plus, mais que je prends toujours un plaisir infini à présenter, le frère Beko. Bah écoute Herman, moi je vais pas bien. Je suis teinté d'amertume. Il paraît. Je suis teinté de ressentiment. Je suis habité par des passions tristes qui, au gré du vent, me mènent à commettre des actes verbaux anti-blancs et à commettre des actes verbaux contre l'humanité. Donc je vais pas très bien. Certains auront la référence en lien avec une de nos émissions qui vous a fait assez réagir. Et évidemment, pour ceux qui n'ont pas compris, Beko était dans l'ironie, hein, on ne sait jamais. Alors, Kateb Yassine Nedjma. Avant de rentrer dans l'œuvre, je vais d'abord faire un tour de table afin que les unes, les uns, on aborde le personnage, son auteur. Comment avez-vous fait la rencontre de Kateb Yassine à travers votre parcours ? Alors, je commence. J'ai rencontré très tard, trop tard, Kateb Yassine en m'intéressant à la littérature maghrébine et me suis intéressée à lui parce que Nedjma est l'une des œuvres phares et Kateb Yassine est l'un des auteurs phares de la littérature maghrébine. C'est dans les années 60 qu'on a vu apparaître une nouvelle génération d'auteurs qui était avide de rompre avec les anciennes formes traditionnelles de l'écriture
Et malgré la politique d'arabisation, certains sont allés à l'encontre de ça et ont écrit en français. Voilà, c'est resté très vivace. Et les intellectuels maghrébins, et en particulier algériens, se sont servis donc de l'écriture francophone pour interroger leur identité. Et Nedjma est vraiment la quintessence de tout ça. Tu l'as rencontré à quel moment, toi, de ton parcours? Cette œuvre en particulier? Après l'école, vraiment après l'école, en individuel, il me semble, dans les moments où je travaillais en librairie ou dans l'édition, en flânant. D'accord, donc très loin des artères institutionnelles. Très très loin de ça, et j'ai regretté de ne pas l'avoir lu plus tôt, et en même temps c'est une œuvre tellement complexe. On y reviendra, mais voilà, en effet, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'il vaut mieux peut-être la rencontrer assez tard dans son parcours littéraire. D'accord, très bien, merci. Fatalement, moi, pour ma part, effectivement, ça s'est fait également très tardivement, sachant que personnellement, au sein de la littérature, j'étais plus en contact avec Sayed Abdelmalek, qui lui travaille beaucoup sur les questions des identités dans un contexte migratoire. Donc ça a été vraiment ça ma porte d'entrée vers la littérature du coup plus algérienne. Mais avoir accès justement à cet auteur, ça m'a permis aussi de rentrer en contact avec les enjeux qui ont été traversés en Algérie, toujours dans ces questionnements qui touchent aux identités, notamment au regard de notre époque contemporaine, la jeunesse qui se revendique amazigh aussi est très effervescente. Et je trouve que ce type d'auteur est aussi très intéressant à mobiliser pour comprendre leurs enjeux, leur réalité, leur passif historique et cet ancrage vraiment puissant par rapport à comment ils se pensent et les enjeux politiques qu'ils portent. Merci beaucoup. En fait, moi j'ai découvert Kateb Yassine via Frantz Fanon, puisque quand j'ai commencé à me plonger dans l'histoire de Frantz Fanon, j'ai vu qu'il y avait un lien très fort entre lui et l'Algérie. Et après j'ai commencé à regarder aussi les auteurs algériens qui étaient sur une logique indépendantiste, une logique d'affirmation de soi. Et c'est là que je suis tombé sur l'ouvrage de Kateb Yassine et que j'ai commencé à m'intéresser à la littérature qu'il produit et au raisonnement et à la grandeur qu'il propose. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse chez lui, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc c'est à ce moment-là, c'est par l'intermédiaire de Frantz Fanon, avec son rapport à l'Algérie, que j'ai découvert l'intéressé. Très bien, merci. Alors à titre individuel, moi j'ai fait la rencontre de Kateb Yassine de manière presque électrochoquée via une citation qui me tient à cœur et qui m'a permis de condenser une bonne partie de ma réflexion autour de la langue. C'est celui qui explique que la langue française, c'est le butin de guerre. Donc ça permet de mettre en avant l'idée que la langue est une arme, est un instrument, bien plus que ce que d'aucuns veulent lui attribuer, à savoir le reflet d'une âme ou d'une identité culturelle. La preuve en est, nos auteurs les plus vibrants sur le terrain du panafricanisme, de Frantz Fanon à Aimé Césaire, en passant par Cheikh Anta Diop, ils ont rédigé leurs ouvrages en français, ils n'ont pas singé Gobineau ou De Gaulle. Donc Kateb Yassine, moi, il a percuté mon existence à travers cette citation que je trouve magique. Maintenant, concernant son œuvre, cette œuvre, elle me fait penser, ou en tout cas pour moi, c'est la manifestation du thème central de l'œuvre de Webb Dubois aux États-Unis autour de cette notion de double conscience. La notion de double conscience qui caractérise très souvent les minorités au sein d'un système majoritaire, entre leur appartenance, leur fierté et les codes extérieurs, parfois qu'ils suscitent en eux de l'admiration, ou parfois qui suscitent en eux une forme de rejet. Donc, pour moi, cette œuvre-là en particulier, c'est l'œuvre qui évoque la double conscience. Quel est votre regard là-dessus ? Sur la double conscience ou sur l'œuvre ? En fait, la schizophrénie identitaire. Ah oui, complètement. Mais oui, c'est complètement, c'est le récit complexe de 4 individus qui, confrontés à Nedjma, vont en fait aller piocher, chercher même plus que piocher, mais chercher au plus profond d'eux qui ils sont, qu'est-ce qui forge leur identité. Donc, Et rappelons qui est Nedjma dans le roman. Alors, Nedjma, c'est la femme dont les 4 protagonistes sont amoureux, mais c'est une femme insaisissable et qui est une allégorie en réalité de l'Algérie.
Et de la France. Et de la France, voilà. C'est Et un justement, fantasme. Voilà. c'est un fantasme, c'est un mythe. Hein, Oui, c'est un fantasme. voilà, c'est un mythe. Oui, Avec, dans le roman, elle existe. dans le roman, elle existe, bien sûr, mais elle est narrée vraiment comme un mythe. Oui. Donc Oui. le mythe, ça permet aussi d'essayer de saisir, comprendre ce qui est parfois inaudible dans le récit normal. Et là, donc l'Algérie, en fait, c'est difficile à expliquer ce que c'est, ce que ça peut être. Et de surcroît, en 1956, quand Kateb Yassine décrit une Algérie colonisée, en quête de soi, enfin, c'est très complexe. Et donc, il essaye, à travers Nejma, de raconter. Et d'ailleurs, il utilise 4 protagonistes masculins pour essayer de saisir qu'est-ce que c'est. Donc, ouais, ça se confond tout ça dans des luttes collectives, dans des traumas historiques. Avec l'idée de fascination-répulsion Complètement. à l'égard de la France. Bah, en fait, moi, ce que j'aime, c'est parler d'une manière assez poétique, Complètement. avec ce côté où tu sublimes C'est vrai. une réalité qui est violente, Complètement. parce que la colonisation Surtout en Algérie. en Algérie, mais les rapports entre la France et l'Algérie et les populations étaient très très tendus. Et la manière dont c'est raconté, la manière dont c'est présenté, tu sens à certains endroits que cette tension n'est plus, qu'elle est poétisée, qu'elle est sublimée au travers de cette femme. Et tu dis, ah ouais, le mec, il est fort quand même. C'est-à-dire qu'il met de la douceur, de la délicatesse dans quelque chose qui est d'une brutalité, d'une violence sans nom. Et tu rentres dans le récit, tu prends ça comme ça, et tu te mets à la place de ces Algériens qui ressentent les choses. Tu as l'impression d'être avec eux, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça très fort. Très fort et très, très réaliste. Et en même temps, pas lourd. Parce que des fois, tu peux avoir des récits avec beaucoup de détails. Ouais. Et du coup, tu as une certaine lourdeur. Parce que tu as des informations que tu vas juger inutiles, qui te sont apportées. Et tu te dis, mais j'ai pas besoin de savoir ça. Là, on n'est pas dans ça. Là, on est dans quelque chose de très chirurgical, très précis. Et là-dessus, franchement, chapeau bas. Et c'est vrai que la dimension esthétique est à souligner. Effectivement, il y a aussi cette réactivation, comme tu disais, de la notion de la double conscience. Et c'est lié vraiment au phénomène en fait, du colonialisme, ce moment où tous les schémas de pensée, les schémas culturels sont complètement bouleversés et cette contrainte qu'ont les populations colonisées à devoir renégocier leur identité perpétuellement dans un cadre hyper violent. Et ça demande énormément de ressources, effectivement, de pouvoir renégocier ça sur des bases saines, essayer de réactiver ça de manière assez saine pour trouver une certaine paix dans cette immense violence. Et pour moi, je suis toujours admirative du fait de pouvoir mobiliser autant de ressources dans un contexte aussi barbare, disons-le, aussi difficile. C'est barbare, aussi difficile. Ce qui est aussi à noter concernant la rédaction, en tout cas la publication de l'ouvrage, 1956, c'est l'année où Aimé Césaire claque la porte du Parti communiste français. Oui, bien sûr. C'est pas une information, à mon sens, à négliger, si on peut aussi comprendre dans quoi s'inscrit un Kateb Yassine, dans cette volonté d'indépendance. Parce que ce que nous, aujourd'hui, on considère comme absolument négatif, comme un crime contre l'humanité, à savoir la colonisation, il faut bien comprendre qu'à l'époque, beaucoup des populations colonisées y voyaient un bienfait. À l'époque, l'idée de race existait. Oui, mais parce qu'il y a le syndrome de Stockholm, Voilà. et parce qu'il y a la narrative coloniale C'est ça, surtout. qui t'a fait intérioriser l'idée Voilà. que tu étais un être Qui était inférieur. Et que nécessairement le blanc, lui, est supérieur à toi. Donc c'est une position plutôt chanceuse que tu as que d'être au contact du blanc. Ouais, Tu vois. à l'époque. C'est normal, c'est normal. Des fois, tu l'entends chez certains violeurs. Hein. C'est-à-dire, ouais, mais c'est pas de ma faute, elle portait une jupe, elle m'a provoqué, c'est pas une manière de s'habiller, une manière de se déresponsabiliser tout en culpabilisant l'autre. Bah, c'est ça la colonisation, c'est tu es un être inférieur. Bah, moi, mon rôle, c'est de te civiliser, de sortir des ténèbres, t'apporter l'accès au savoir, t'apporter l'accès à la culture. Parce que moi, je suis habité par la vertu, quand toi, tu es plongé dans le vice. Et parce que sans moi, manifestement, tu n'y avais pas eu Sans moi, accès. tu peux pas faire grand-chose. Et si tu as besoin de grandeur dans ton existence, il faut que j'en fasse partie. C'est ça la barbarie. Oui, il faut que je sois à l'initiative.
Et c'est pour ça que dans toute civilisation, l'écrivain, c'est la manifestation la plus concrète du génie collectif. Il y a l'architecture Ouais. aussi. Alors là, pour moi, il n'y a pas d'architecture sans écriture. Parce que l'écriture, c'est une architecture de la pensée. C'est des mots que tu articules, c'est des notions. Une œuvre à elle seule, je prends Aimé Césaire, on a pris Aimé Césaire, on prend Kateb Yassine, c'est des ouvrages, c'est-à-dire qu'ils réduisent à néant toutes les barrières raciales. Tu peux te dire, oui, les Noirs sont inférieurs ou les Arabes sont inférieurs. Tu lis une œuvre comme celle-ci, ben, ta conviction, elle s'éteint, quoi que tu puisses en dire. Je suis pas d'accord avec toi. C'est vrai? Je suis pas d'accord avec toi parce que quand la mauvaise foi, elle est très très profonde chez un individu, Ouais. tu arrives à des raisonnements qui sont complètement ubuesques. J'en veux pour preuve les premiers explorateurs européens qui ont découvert les pyramides, Ouais. que ce soit en Égypte ou dans le Sud-Soudan, Ouais. l'ancienne Nubie. Ouais. Tous ont dit c'est pas possible que ce soit des Noirs, pas possible que ce soit des Arabes qui soient derrière tout ça. C'est nécessairement des Blancs qui sont venus leur construire leurs pyramides. Mais pourquoi Alors ils ont qu'ils- dit ça? Parce que quand tu es habité par un complexe de supériorité, non, Il n'y non, avait pas de livre. non, mais non, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Je pense que quand tu es habité par un complexe de supériorité, que tu es intimement convaincu que tu es l'alpha l'oméga de la civilisation, Ouais. tu as des œillères qui t'empêchent, même quand tu as une pyramide sous tes yeux, Ouais. quelque chose qui te dépasse en grandeur, en architecture, de reconnaître le génie chez les autres. Alors, après, tu peux lire ce livre, mais ça ne changera rien pour toi. Non, mais est-ce Parce que- que tu as pas mal de gens qui ont lu ces auteurs Ouais. et qui tiennent des propos ahurissants sur les populations non blanches. Pourtant, ils ont lu ces auteurs. Moi, ce que je dis et ce que j'observe, c'est que l'écriture, c'est la manifestation la plus vibrante de la divinité de l'homme. Quand on dit l'homme est à l'image de Dieu, pour moi, l'image de Dieu, c'est ça, la capacité à créer de rien. Parce que l'écriture, c'est quoi? C'est une page blanche. D'un coup, tu alignes des mots qui génèrent un imaginaire, qui génèrent un raisonnement. Et la force du raisonnement, c'est-à-dire la rationalité, que tu le veuilles ou non, quelqu'un te fait une démonstration mathématique, si elle est vraie, elle est vraie. Je suis d'accord avec Tu toi, comprends? mais je pense Et- que la mauvaise foi. Et je prolonge. La mauvaise foi était présente au colloque du Caire, lorsque Cheikh Anta Diop a réuni l'aéropage avec tous les experts à l'échelle internationale. Ça n'a pas empêché de réussir, par sa rationalité, par sa science, à faire accepter, parce qu'à la fin, il est reparti avec une acceptation, alors qu'ils auraient pu, de concert, dire non, non, nous, on est des blancs, on ne va pas laisser ce nègre nous valider, Non, mais je vais faire valider la thèse de la négroïté des pharaons bâtisseurs. Non, moi, ce que je dis par là, c'est que tu as des gens de bonne foi qui vont reconnaître le génie, qui vont reconnaître la magnificence dans telle œuvre littéraire ou dans telle démonstration architecturale. Ça, j'en disconviens pas. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens de bonne foi, ça existe partout. Mais en général, ils sont minoritaires. Quand tu regardes chez les Occidentaux, Et s'ils sont décideurs, parce que les décideurs sont toujours non, mais minoritaires. je vais prendre un parallèle avec l'actualité. Je reviens sur mon ami Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, et qui a dit comme ça publiquement lors d'une émission chez Sud Radio que la colonisation a eu des effets positifs. Alors que la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Il est cultivé, ce monsieur. Il a lu des livres. D'accord. Il est ministre de l'Intérieur. C'est quand même le premier policier de France. Et il dit comme ça que nos ancêtres, à toi et à moi, que nos ancêtres qui ont été martyrisés, qui ont été dépecés, qui ont été fouettés, qui ont été violés, bah, il y a de la vertu dans tout ça. Qu'est-ce que je veux dire avec ce monsieur? Je crois qu'il n'a pas lu. Déjà, de un, je ne suis pas sûr qu'il ait lu. Ça, c'est la première chose. Ah, bah, si. Non, mais c'est la première chose. Moi, je n'ai pas de preuves qu'il ait lu. Je prends un autre exemple que vous connaissez certainement. Et après, je vous cède la parole. Une afro-américaine esclave du nom de, je crois que c'est Phyllis Weasley, qui écrivait des poèmes dans son coin. Un jour, son maître a découvert qu'elle écrivait des poèmes. Il n'a pas voulu croire, il a dit c'est pas possible. Une négresse ne peut pas produire une œuvre littéraire. Ils ont convoqué, pareil, des juges pour examiner si ça venait vraiment d'elle. Ils l'ont bombardé de questions. Ils lui ont demandé de produire in situ, pareil, une œuvre. Elle y est parvenue et à la fin, ils n'ont pas dit non, non, mais c'est négresse, c'est toujours pas possible. Ils ont dit oh, ok, c'est possible. Mais là où je te rejoins, c'est que même quand ils valident le génie, la manifestation du génie concrètement, après ils le réduisent à l'exception qui confirme la règle. C'est le film Django. Dans la mauvaise foi. Voilà.
pas la mauvaise foi, c'est que après c'est au génie d'institutionnaliser. Et c'est là où encore aujourd'hui on pêche. C'est que nos génies souvent travaillent au service de Harvard, de Cambridge, de la Sorbonne, et pas suffisamment de nos populations, même s'il y a un mouvement qui est inversé, avec, je pense, à Christian Happy au Cameroun ou ailleurs. Mais les génies sont la preuve la plus vibrante qui peuvent inverser le rapport mental ou certaines croyances. Et Kateb Yassine, je reviens à cette œuvre, vous, dans son génie, qu'est-ce qu'il vous a le plus, toi qui l'as peut-être la mieux décortiqué d'entre nous, le plus marqué? Attends, juste avant que je réponde à cette question, dans tout ce que vous dites, il y a en philosophie, dans les années 70, c'est opéré ce qu'on appelle le tournant ontologique. C'est qu'on a commencé en fait à conscientiser. Alors, au Nord, ils ont commencé en fait, l'Occident a commencé à conscientiser le fait qu'il fallait plus regarder le Sud avec un regard blanc. Européocentré. Voilà, exactement, et condescendant peut-être, mais qu'il fallait commencer à considérer les populations et leur façon de vivre, leurs rituels, leur danse, leur façon d'être, de s'habiller, etc., comme une culture, vraiment en très résumé, et plus comme, voilà, avant on les filmait au ralenti, il y avait des choses qui se faisaient. Il faudrait que je retrouve les références, mais exactement. Les explosions des os humains. Et en fait, on commence à bénéficier de ça tout doucement, parce que en philosophie, c'est dans les années 70, et avec beaucoup de sacrifices, et au prix de beaucoup d'allers-retours, pour essayer de comprendre tout doucement que voilà, la médecine blanche ne vaut pas peut-être mieux que la médecine indienne, etc., ou chinoise, etc. Et voilà, et on peut revenir à ta question, du coup. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, dans le génie littéraire de Kateb Yassine? Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans la littérature générale et qui se retrouve beaucoup chez Kateb Yassine, c'est sa faculté à jouer avec le temps. On a des analepses, on a des ellipses, et il y a des leitmotifs. Traduction. Il y a des flashbacks et des avancées dans le temps. Voilà. Il joue beaucoup avec ça, avec des leitmotifs. Un refrain, d'accord, qui revient beaucoup. Les derniers paragraphes du livre sont quelques lignes qu'on retrouve plusieurs fois dans le livre. Et en fait, c'est ça qui rend le récit à la fois complexe, mais à la fois intelligible. Parce que c'est ce qu'on est en train de dire, je pense, dans toutes ces émissions, c'est qu'il faut répéter les choses pour les comprendre. Et lui, il est vraiment l'incarnation de ça. Et ça j'ai beaucoup aimé dans son écriture. L'art de la répétition sans se répéter. Complètement. Alors, sauf quelques fois où c'est clairement les mêmes lignes. Moi, j'aimerais plus revenir sur cette question de cette valorisation de cette œuvre littéraire. Je pense que l'un des éléments majeurs, c'est pour qui on écrit. Et moi, j'ai la sensation que cet auteur le fait pour parler de cette Algérie, finalement de lui donner un visage dans un contexte vraiment de destruction, mais un visage aussi dans lequel il y a eu un passé. Moi, c'est en ce sens que l'auteur me marque. Et le fait qu'il arrive à porter cette œuvre avec une telle ingéniosité me fait penser en fait à cette contrainte en fait que les personnes racisées, que ce soit dans des milieux assez élitistes, notamment dans le monde de la littérature, même en tant qu'académicienne, on est souvent contraint de devoir faire du métaphysique en fait, pour pouvoir expliquer ce qu'on veut faire, ce que l'on veut dire, et toujours en devoir être en quête de validité en fait du monde occidental, et de la manière dont il a façonné en fait ce qui est intelligent, ce qui est rationnel, ce qui relève d'une œuvre ou pas. Et donc moi c'est vraiment... Mais cette contrainte-là, elle est propre à tout universitaire, ou tu penses qu'elle est plus marquée, elle pèse plus sur les épaules des minorités? Bien évidemment, elle pose plus sur les épaules des personnes racisées, notamment par les sujets qui sont traités. Okay. Ce sont des portes d'entrée qui sont subversifs. Parler de violences coloniales, voilà, c'est des portes d'entrée très intéressantes. Mobiliser l'amour, essayer de faire des allégories, notamment par rapport à tout ça. C'est des éléments extrêmement complexes en fait pour narrer tout ça. Et je pense qu'effectivement, cette identité et le fait de porter cette culture est totalement lié à ça, effectivement.
Et il ne faut pas forcément être dans ce combat, personnellement, de vouloir être validé par un monde littéraire. Moi, je pense justement que ce dont on doit retenir, ce dont on doit ce qui est l'élément le plus important, c'est la manière dont c'est reçu aussi par les populations concernées, le fait que ce soit façonné comme un des pionniers de cette littérature. Je pense que c'est dans ça qu'on doit prendre vraiment ancrage. Peu importe les grandes fresques et les grands mouvements littéraires qu'on peut faire, peu importe l'ingéniosité dans laquelle on va s'inscrire, on sera toujours critiqué. Et je pense que c'est vraiment important de toujours revenir à l'essence. Pour qui on écrit, qui reçoit ça, et qu'est-ce que la population concernée ressent par rapport à ça. Intéressant ça. Ouais, mais ce besoin de validation, Intéressant. pardonne-moi pour ce que je vais te dire, mais dans notre communauté, il est très présent. Il est très présent au point où ça permet à des femmes et à des hommes d'avoir des promotions dans les médias mainstream. Quand tu es dans une logique de chercher la validation de celui qui te domine culturellement, ça lui donne l'occasion de t'inviter pour se sentir flatté, parce que tu vas aller dans son sens, parce que tu ne vas pas le déranger. Donc on a cette problématique chez nous, c'est que si nos communautés ne sont pas encore là où elles devraient être, c'est parce que beaucoup de nos élites jouent le jeu de la suprématie blanche et entretiennent cette relation incestueuse en ne remettant pas en cause cette supériorité culturelle, qui en plus est complètement fictive, mais qui est promue un peu partout, parce qu'ils veulent être validés par ces mêmes personnes qui en réalité sont leurs bourreaux. Donc il y a un syndrome de Stockholm, et en même temps une détestation, en même temps une envie d'être reconnu par ces gens, d'avoir la Légion d'honneur, de rentrer à l'Académie française, d'avoir le prix Goncourt, d'avoir un certain nombre de reconnaissances qui en fait sont le reflet et sont appuyées et basées sur des considérations racistes, phallocratiques, misogynes. Donc il y a une contradiction chez nous qu'il faut qu'on questionne. Et c'est l'occasion de le faire là, via l'émission. Parce qu'on ne peut pas vouloir être indépendant sans avoir un comportement de rupture. Rupture avec les institutions. Pas seulement. Oui, mais parce que les institutions, elles sont viciées. Je vais faire un parallèle là avec Ouais. les Antilles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une crise de la vie chère aux Antilles. C'est un phénomène qui est récurrent, qui a lieu tous les 5 ans, 7 ans, 10 ans. Ouais. Et qu'est-ce que vont gagner les Antillais? Ils vont gagner une baisse des prix pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, une fois que la satisfaction aura été mise sur la table, les prix vont progressivement augmenter. Et dans 7 ans, 8 ans, on va repartir sur une nouvelle crise. Donc on ne s'inscrit pas dans un schéma d'indépendance et de volonté de puissance. On s'inscrit dans un schéma de concession et d'arrangement. Attendez, là je suis perdu moi. J'ai du mal à voir le lien entre l'Académie française ou la Légion d'honneur et la crise aux Antilles. Ben, en fait, c'est l'un ou l'autre. C'est soit on est indépendant et à un moment donné, on arrête de chercher la validation, et soit on est complètement soumis, et dans ce cas-là, on ne peut pas se plaindre des répercussions de cette soumission. Ok. Parce que moi je me disais qu'il y avait peut-être une troisième alternative, c'est que si par notre génie, parce que la validation c'est aussi la validation d'une reconnaissance d'un génie, si par exemple au football on serait bien content de voir un afro avoir le ballon d'or, personne ne lui dirait tu veux la validation des occidentaux pour avoir le ballon d'or. C'est pas le même contexte. Attends, je prends un parallèle. Sur le terrain intellectuel, qui pourrait reprocher à un Abdon Atangana d'être aujourd'hui célébré aux 4 coins du monde, notamment au monde occidental, pour son génie mathématique? Un écrivain comme Dany Laferrière, qui aujourd'hui est immortel donc à l'Académie française, qui pourrait lui dire oui, non, mais tu cherches la validation, c'est d'abord son génie humain. Non, Et en si, fait- attends, je termine juste le raisonnement. Ne penses-tu pas que plus nous aurons des génies reconnus par les institutions, et de manière forcée, quand tu as un génie, tu peux aussi forcer le destin, forcer les préjugés, eh bien, plus les populations qu'il est censé représenter seront mieux considérées par le pouvoir en place. Non. Ok. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, en fait, quand on a des femmes et des hommes qui intègrent ces milieux prestigieux, ils se conforment à la pensée blanche. C'est pour ça qu'on les intègre.
C'est pas eux qui sont rentrés, c'est on les a laissés rentrer. Alors, quand tu dis se conforme, par exemple, Dany Laferrière, en quoi il s'est conformé à la dite pensée blanche? Il écrit L'art de coucher, il écrit pas mal d'ouvrages, tu les lis, il n'y a pas du tout d'adoubement ou de Mais soumission à l'égard. Dany Laferrière, Mhm. moi j'aime beaucoup, hein. Mhm. Mais on n'est pas sur une remise en cause du système colonial. On n'est pas sur une remise en cause radicale du système colonial. On n'est pas sur une séparation dite claire et nette avec le système colonial. On n'est pas sur une rupture totale du système colonial. On n'est pas sur ça. On est sur une dénonciation, mais pas une rupture absolue. D'accord. Mais moi, je prends l'exemple de Taubira aussi. Taubira, elle a commencé à 20 ans indépendantiste. Aujourd'hui, elle est où? Taubira, sur la crise antillaise, tu l'entends parler, la crise antillaise, là, Taubira? Non. Tu l'entends parler? Tu l'entends prendre position? On a reçu qui? On a reçu Kalash à l'Élysée. Donc on est passé de Césaire dans les années 80-90 à Kalash aujourd'hui. Sans manquer de respect à Kalash. Hein. Je ne remets pas en cause son talent artistique. Je dis juste qu'aujourd'hui, l'État français, pour dialoguer sur une crise importante qui concerne les Antilles françaises, reçoit un artiste. J'aimerais revenir sur Taubira, Oui. quand même. Oui. La dame, quand même, elle a quand même posé la question de l'esclavage, la question de mémoire. Elle a beaucoup travaillé. Je trouve que, du coup, faire ce constat, je trouve quand même assez froid sur son parcours. Je trouve quand même ça assez problématique. Sur la question antillaise, parce que là, il a circonscrit à son silence. Ah, moi, je voulais juste rebondir sur Non, mais qui a dit qu'elle ne Ah, mais travaillait pas? tout le monde respecte Mama Taubira, hein, Non, mais tous d'accord. personne ne dit qu'elle Voilà. ne travaille pas. Je dis que je ne l'entends pas sur la question antillaise. Je l'entendais beaucoup sur Mariage pour tous. Mais elle a porté beaucoup de combats aussi, Mais hein, la pauvre. Elle est je- fatiguée, je- un peu. ma- Elle ma est question- vieille, mon affirmation est la suivante. Je l'entendais beaucoup sur Mariage pour tous. Et c'était important par rapport au fait qu'il fallait permettre à ces gens de se marier. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils se marient. C'est important que les couples homosexuels ou les couples lesbiennes se marient. C'est très bien. Mais maintenant, il y a une crise antillaise. Là, elle est où? Sur les plateaux télé, on ne la voit pas. Est-ce que localement, la population veut la rupture, comme tu dis? Mais peut-être c'est à l'élite de proposer une solution. C'est à l'élite éclairée de venir dire, au lieu de tous les 6 ans, 7 ans, 8 ans, manifester dans la rue, prenons 10 ans, posons un cadre sur une décennie et organisons notre indépendance en bonne intelligence avec l'État français, de façon à ce que cette situation de crise, où nous sommes infantilisés, cesse. Mais si les élites sont caviar, petit four, voiture, sont intégrées, comme tu dis, qui va dire ça? Parce qu'elles-mêmes, elles bénéficient des avantages. Et elles ont trahi la population locale. Parce que maintenant, ces élites-là, elles vivent dans les beaux quartiers, elles n'ont plus de problème d'argent. Donc le paquet de couches à 40 euros, 45 euros, c'est pas leur réalité. Donc elles ont trahi les gens qu'elles étaient censées représenter. Parce que normalement, l'élite, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit prendre des positions inconfortables pour elle, au profit du grand nombre. Pourquoi Thomas Sankara, il a dit, à un moment donné, ça sera le champagne pour les uns ou l'eau potable pour tout le monde? Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a été mort. Voilà. Oui. Bah, c'est ça une élite. Non mais, C'est ça une vraie élite. C'est-à-dire que au risque de ta vie, tu prends le temps de mettre en avant un système où le plus grand nombre en bénéficie. alors, Au risque de ta vie. Ça, certains pourraient dire que c'est de la démagogie, parce que dans les faits, ça n'a jamais existé. Donne-moi un seul exemple dans l'histoire de l'humanité où l'élite, avant de penser à elle, a d'abord pensé au peuple. Un seul exemple. Donnez-moi un exemple sur Terre, dans l'histoire de l'humanité, où l'élite, avant de penser à elle-même, a d'abord pensé au peuple. Parce que les discours populistes, on les entend sur les réseaux. Donc pour toi, Thomas Sankara, c'est un populiste. Pourquoi tu dis au Non, c'est un pouvoir? communiste. C'est quoi le rapport? Pour moi, le communisme, c'est du populisme. Donc Thomas Sankara est un populiste. Pour moi, le communisme et le populisme, c'est quoi? Ça consiste à dire au peuple, on va agir, mais après, sur le terrain, Mais sur le terrain, tu as vu les réformes qu'il a mis en place, Thomas Sankara? la problématique, c'est que la base du libéralisme qu'il condamnait et qu'il qualifiait d'impérialiste, la base du libéralisme, pour moi, il a commis une erreur de diagnostic. L'idéal était bien, mais le diagnostic initial, la liberté individuelle, la liberté de propriété, tout part de là. Quand aujourd'hui, le capitaine Traoré, il fait un pas de côté sur le diagnostic, il ne pose pas tout à fait le même diagnostic, il s'oppose à la puissance étrangère, mais dans le même temps, il investit massivement, en tout cas il encourage massivement la jeunesse à étudier et à prendre en main son destin. Donc il ne s'inscrit pas dans une logique communiste anti-champagne. Il dit qu'il peut y avoir à la fois du champagne et de l'eau potable.
C'est-à-dire que tu peux, une élite, un peuple, c'est une élite qui avance, et dans cette avancée, de façon directe ou indirecte, le peuple en bénéficie. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que sur la crise antillaise, il semble, après je ne suis pas sur place, y avoir une rupture entre l'élite locale, et pas, je ne parle pas des béquets, je parle de l'élite politique locale, et le reste de la population. Est-ce que c'est parce que sur place, c'est comme une prison à ciel ouvert? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux en termes de poids politique? Je ne sais pas. Ça, c'est une thématique qu'on pourra aborder. Mais la question étant, c'est comment on peut penser la destruction d'un système ou la mise en place d'une justice sociale sans mobiliser en premier plan les personnes les plus subalternisées? C'est-à-dire, pour moi, c'est de prendre les populations les plus victimes, les plus oppressées. La justice sociale, c'est-à-dire justement le fait que dans ces territoires français, on ait accès du coup à des prix qui ne sont pas surélevés par rapport à la métropole, par exemple. C'est ce genre de justice, c'est le fait de considérer ces populations comme étant des êtres de seconde zone, de la seconde France. C'est toutes ces considérations. Pour moi, c'est la population justement qui doit être mise en premier plan pour pouvoir penser des solutions, pour pouvoir penser la destruction d'un système. Et Sankara, il me semble, dans ses inspirations, inspiré à ça, à travailler justement avec les personnes les plus subalternisées, ceux qui étaient dans les milieux ruraux, pour pouvoir penser la libération et l'émancipation de toute la communauté. Et pour moi, c'est la même chose qui se joue sur ces territoires-là. Je vous redemande de me donner un exemple. Moi, je ne parle pas de l'idéalisme. Moi, je parle d'un exemple concret de réussite d'une élite qui se soit d'abord mise au service du peuple. Sankara, c'est une réussite. C'est sans les élites, justement. Je ne peux pas dire que politiquement, économiquement, Sankara soit une réussite. Sankara, c'est une réussite symbolique. Il nous inspire. Même sur le terrain, économiquement. Les réformes qui étaient les siennes, c'est des réformes qui allaient dans la bonne direction, qui ont produit des effets. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'en voir l'entièreté, puisqu'il a été assassiné par Blaise Compaoré, soutenu par la France. Mais Sankara, avec ses réformes, il a fait beaucoup de bien. Okay. Et il a été capable de montrer que un rapport au pouvoir où on fait passer d'abord les intérêts de la population avant les intérêts de la bourgeoisie et de l'élite, c'est possible. Okay. Encore faut-il avoir envie. Okay. Et surtout, son œuvre et ses actions sont bel et bien encore ancrées dans notre société contemporaine, comme cette œuvre littéraire, bien évidemment, dans la manière dont ça soulève les consciences et comment ça... Moi, j'ai fait le lien avec les Amazigh, comment ils pensent leur lutte, leurs enjeux communautaires. C'est la même chose avec Sankara. Quand on voit... dans certains pays d'Afrique de l'Ouest où on a des putschistes, donc c'est-à-dire les personnes qui font des coups d'État pour se révolter contre les États et qui se revendiquent sankaristes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est resté en fait. C'est pas une œuvre, c'est pas un échec. Aujourd'hui, on peut parler de l'échec du projet de Sankara. Ça se construit, c'est quelque chose de continuel. Et j'ai même hâte de voir comment ça va façonner notre monde futur. J'ai l'impression qu'on ne parle pas du même monde. Moi, je parle d'un monde dominé par l'IA, dominé par le 440. Dominé par les GAFA, dominé par Harvard, dominé par les bombes nucléaires. Et vous me dites que c'est l'élite, aujourd'hui, ça passe par le peuple, par le bas peuple? Ma thèse, c'était de dire que, par rapport à ce qui se passe aux Antilles, que l'élite antillaise a trahi la population. En acceptant... Non, mais ça, je suis d'accord. Difficile de te contredire. En acceptant... Cette compromission avec l'État français. Et l'État français fonctionne de manière très simple. Même pendant la colonisation, c'était comme ça. Et même pendant l'esclavage. C'est-à-dire qu'on va rémunérer symboliquement, financièrement, les bons nègres, les bons rebeux. On va les promouvoir. Parce qu'on sait que lui et elle n'intègrent pas dans leur esprit une volonté de révolte, une volonté d'indépendance. Donc quand l'État français va promouvoir un noir ou un arabe, c'est parce que cette femme ou cet homme ne va pas contredire la narrative qui est mise en place. Donc ça ne sent pas bon. Et selon vous, d'où vient cette rupture affective entre cette élite qui réussit et le peuple? Elle est programmée. Mais d'où elle vient? Elle vient des Occidentaux. Mais quand toi tu es pris et tu es mis à l'écart, que tu es encensé, c'est qu'on a conscience que toi, en tant qu'écrivain, Ludovic Herman, si on te laisse vaquer à tes occupations seul, tu peux rendre ces gens libres de par ta motivation, de par ton génie littéraire. Qu'est-ce qu'on fait? On va te coopter. On va te dire, viens à l'académie, viens porter une épée ridicule, viens chanter des poèmes devant personne. On va te donner un titre pour que ta capacité de nuisance disparaisse. Donc pour me détacher affectivement. En fait, tu auras toujours de l'affect. Tu écriras des poèmes pour les gens qui t'aiment, pour les gens qui te suivent. Tu auras toujours de l'affect. Mais tu n'auras plus l'influence que tu aurais pu avoir sur ces gens.
Donc l'instant de révolution que tu aurais pu leur transmettre ne sera plus là. À l'époque de l'esclavage, quand il y avait un esclave qui avait un sentiment de rébellion un peu trop visible, qu'est-ce qu'on faisait? On l'emmenait sur la place publique, on le faisait prendre conscience que sa rébellion était insupportable, on convoquait les autres, on lui tranchait une oreille pour faire prendre conscience aux uns et aux autres que si vous continuez à faire les indépendantistes, bah, vous allez partir comme lui. C'est écrit, c'est documenté, je n'invente rien. Dès qu'il y a une femme ou un homme, regarde chez nous comme on est content, dès qu'on a une femme ou un homme qui brille dans l'institution française, regarde comme on est heureux. Oui, mais dans ce cas, moi je suis votre raisonnement. Moi je m'appuie toujours des exemples historiques. Ouais. Dans ce cas, pourquoi, avec que ce soit le Vietnam ou l'Algérie, ça n'a pas fonctionné? Parce qu'il y a une autre pulsion. Il y a une pulsion de mort chez les Algériens qu'il n'y a pas chez les autres. Donc c'est ça mon sujet. Il y a une autre pulsion. C'est pour ça que je vous dis, qu'est-ce qui a fait que d'un moment, comme tu dis, une élite est coupée du peuple, alors que d'autres exemples nous montrent que parfois, comme tu dis, là maintenant, il y a un rapport à l'affrontement, un rapport à la virilité qui est tout autre. Moi, je pense que c'est ce que Mbeko disait, c'est cette problématique, elle est programmée par le système impérialiste, colonial. À partir du moment où, dans un système esclavagiste et colonial, lorsqu'on parle des chicottes, par exemple, on pense que c'est Maître Blanc qui fait les chicottes. Non, ce sont par exemple, dans le passé colonial congolais, ce sont des Congolais qui frappent d'autres Congolais. C'est des choses qui sont ancrées dans notre communauté, qui vont formater nos manières d'agir. Les Algériens. Eh ben, pour faire un lien avec ta question, ce qui est assez intéressant, j'aime bien citer Saïd Bouamama, qui lui évoque par rapport à cette élite qui doit se battre aussi pour les problématiques des populations colonisées. Cette élite sociale, pour lui, il doit faire un suicide social en fait. Il doit accepter de ne pas se laisser travestir par ce système. D'être un traître à sa classe. D'être un traître à sa classe. Exactement. Et de ne pas avoir cette place luxueuse qu'on peut avoir près du maître, du système impérialiste, une place très très séduisante. Je le parle en tant qu'académicienne, toi en tant qu'avocat. On est des individus qui, par rapport à la manière dont fonctionnent nos structures, on est très proches en fait finalement de ces figures-là, et ça peut être tentant en fait finalement de basculer de l'autre côté, parce qu'on sait ce que ça peut nous apporter aussi. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut porter à cœur en fait finalement ces causes jusqu'au bout, et c'est très dur, et il faut procéder à ce suicide de classe. En fait, ça met en évidence aussi que cette espèce de dichotomie qu'on établit entre le dominé, le dominant, finalement, c'est plus complexe de ça. On peut faire parfois des glissements, en fait, qui nous permettent de pouvoir accaparer certains éléments du dominant sans pour autant y tendre totalement. Et donc voilà. Tu as un exemple, s'il te plaît? Moi, je fonctionne par exemple. C'est par exemple le fait d'avoir un certain niveau par exemple économique. Ça te permet d'acquérir par exemple des sphères, d'avoir l'accaparement de plein de privilèges, de biens autour de toi, le fait d'être reconnu, célébré, validé par un monde blanc. Ça te permet d'accéder à des endroits beaucoup plus prestigieux, des endroits dominants. C'est des lieux d'accès assez intéressants, et à ce moment-là, il faut garder la cause dans le cœur et savoir en fait finalement qu'est-ce qui t'anime, et savoir être en capacité de refuser finalement cet appât qui peut être vraiment très intéressant sur le plan individuel, mais qui ne sert absolument pas le collectif. Moi, depuis, je vous entends, et merci pour ces explications. À moins qu'Ida, tu souhaiterais rajouter un élément d'appréciation. Après, en littérature, ouais. Je vous entends, et moi, ce qui me surprend, c'est que vous semblez, j'espère me tromper, infantiliser le peuple. C'est-à-dire que c'est l'élite qui doit faire pour le peuple, mais à aucun moment je vous ai entendu dire peut-être qu'aussi le peuple doit, je ne l'ai pas entendu, se prendre en main ou se conscientiser d'une certaine façon, ou ne serait-ce que sur le terrain de la virilité, raison pour laquelle j'ai pris l'exemple du Vietnam et de l'Algérie. C'est qu'à un moment, la résistance, la cause, comme tu dis, elle doit aussi venir du peuple. Au Cameroun, quand ce qu'on appelle la guerre du Cameroun, mais qui est une forme de génocide, le napalm tombe, c'est les peuples, sans attendre les élites, qui, à un moment donné, se disent on y va tous, cet instinct de suicide, au sens propre du terme, on y va tous ou personne n'y va. Donc cette question-là aussi se pose. Et souvent, on évoque la colonisation, crime contre l'humanité, en mettant un peu de côté l'esclavage arabo-musulman. Et si vous pouviez impressionner vos interlocuteurs, tant par la finesse de vos raisonnements
que par la puissance de vos arguments. Je suis venu vous livrer une méthode 5 étoiles qui va vous permettre d'acquérir cette compétence, qui vous permettra de structurer vos idées avec clarté et précision. Elle vous permettra également d'argumenter avec persuasion et conviction. Inscrivez-vous dès maintenant si vous êtes déterminé à transformer votre vie en prenant enfin possession de vos pleines capacités intellectuelles. Qui pourtant était autrement plus, j'allais dire, long, au moins en termes de durabilité. Et il se trouve que ce qui a maintenu la croyance, et ce qui continue aujourd'hui de maintenir dans la tête d'une élite internationale l'idée d'infériorité des Afros, c'est la phrase de Ibn Khaldoun. Seuls les peuples colonisables sont colonisés. C'est-à-dire qu'à leur échelle, là-bas, dans leur élite, ils se disent, mais attends, si vraiment ils ne veulent pas être dominés, ben pourquoi ils n'ont qu'à se révolter, ils n'ont qu'à faire ce qu'il y a à faire. Et c'est pour ça que, tant qu'on gardera ce discours, c'est l'élite qui doit venir aider le peuple, pendant ce temps-là, le peuple, justice sociale, on est dans une passivité. Non, mais c'est pas notre discours, ni à Marie-Fidèle, ni à moi. Okay. Ce que nous disons, c'est que l'élite a une responsabilité, la population en a une aussi. Ah, c'est bien de le dire. Non, on l'a toujours dit, au travers des émissions, on a toujours dit que il y avait une responsabilité partagée entre la population et l'élite. Okay. S'il faut le redire, nous le redirons, elle et moi, elle est très brillante, elle le fera aussi après. Mais en fait, il faut prendre en considération que bien souvent, vous avez des femmes et des hommes qui proviennent de la population. Ils ne sont pas forcément des héritiers. Ils sont des transclasses, comme on dit pudiquement. Et qui ont des transfuges. Et qui ont cette dualité, ce questionnement de savoir, bon, jadis, j'étais prolo. Aujourd'hui, je ne le suis plus, je suis un bourgeois. Souvent, d'aucuns disent que je ne suis pas riche, je suis un pauvre avec de l'argent. Ce qui n'est pas pareil. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sers les intérêts de la classe qui m'a accueilli récemment? Ou est-ce que je sers les intérêts de la classe où une partie de ma famille, de mes proches, vit encore? Et en tout cas chez nous, là je parle vraiment des Noirs, on a très, très vite vu que de la part des Occidentaux, qu'il y avait cette volonté de capitaliser sur nos talents, hommes et femmes, littéraires, mathématiques, ingénieurs, et de les couper de la racine, de la base, pour pas que ces derniers puissent insuffler un vent de révolte, de révolution et surtout de changement de paradigme, de changement de narrative. Maintenant, ton exemple il est intéressant. Quand tu prends l'exemple du Cameroun, tu prends l'exemple de certains pays, certaines régions, l'Algérie, Vietnam. Maintenant, la différence entre les pays, je pense qu'elle se situe au niveau du rapport à la mort et du rapport au détachement de soi, qui est c'est le sujet. Le choix le plus ultime, c'est le rapport au vivant et du coup à la mort. C'est ça. Maintenant, ça se cultive. Ça se cultive, ça se transmet. Moi, je pense qu'il faut le transmettre régulièrement. C'est ce qui est transmis dans le film Ni chaîne ni maître. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais ce récit, cette fiction qui est inspirée de faits réels, montre la scène de fin où les esclaves faut pas spoiler. Non, mais c'est intéressant d'en parler. Ouais. Je spoil parce que ça nourrit la réflexion. C'est-à-dire qu'on a une scène de fin où on a des esclaves qui sont entre le marteau et l'enclume, qui sont soit pris entre les blancs qui veulent les récupérer pour de nouveau les asservir, ou la falaise et le vide, donc la mort. Ils décident, ou la liberté. C'est ça, symboliquement. Est-ce que la mort, c'est une liberté? À ce niveau-là, oui. Parce qu'une liberté qui ne s'apprécie pas. Si tu es croyant, pour toi, tu es libre. Ah, d'accord, c'est dans si ce tu es sens-là. croyant. Si tu es croyant. Mais en tout cas, la mort, synonyme de liberté, ça, je ne sais pas. Je dis ça parce que tu as dit psychologiquement et culturellement. Par exemple, les Romains ou les Japonais. Quand ils se suicident, ils vont juste dans l'au-delà, ils vont vers un ailleurs. Pour eux, la mort, c'est juste la mort physique, terrestre, mais il y a un prolongement. Oui, non, mais c'est dans cette j'entends. là, je confirme la parenthèse. Peut-être que le harakiri, c'est un prolongement de la vie, ça je l'entends. En tout cas, ce qui est certain, c'est que
ces personnes avaient le choix entre se défenestrer et retourner sur la plantation. Après avoir chanté, après avoir entonné un gospel, elles ont décidé de se sauter dans le vide. Je pense que c'est le message le plus fort du film. C'est en somme, soit vous décidez de vous jeter dans le vide et de faire le nécessaire pour être libre, soit vous retournez sur la plantation et vous assumez les conséquences qui vont avec, mais ne vous plaignez pas, Voilà. puisque vous êtes retourné dans la plantation. Je pense que la parabole, si tant est que ça en soit une, de ce film, elle est assez explicite. J'espère qu'elle sera comprise par un maximum de personnes. Mais moi, je pense très sincèrement que aujourd'hui, la guerre d'information nous pousse à soit être souverain, soit être soumis. Pour moi, il n'y a plus de noir, de blanc, de rouge, de vert, C'est bien de de le dire. bourgeois, de prolétaire. Pour moi, aujourd'hui, le vrai combat, c'est souveraineté ou soumission. Après, chacun. Et la première souveraineté, c'est Bah, de quel ordre? Elle est du champ lexical, elle est du verbe, elle est de l'énergie vitale en termes de réflexion. La première souveraineté, elle est dans l'imaginaire. Si ton imaginaire, il est colonisé, il est esclavagisé, il est rempli de misogynie, de phallocratie, il est rempli de toutes ces hérésies, tu peux pas être libre. Individuellement, on oscille toute la vie entre assujettissement et émancipation. Intéressant. Toute la vie, on oscille entre le fait de devenir soi, donc un individu, s'émanciper, donc mancipium, donc c'est le geste qu'on faisait pour libérer un esclave de son état d'esclave, et l'assujettissement, donc être sujet à un roi. Et c'est ce que dit le livre aussi, si je peux y revenir. Ah oui. C'est justement, on parlait de rupture beaucoup tout à l'heure, c'était très intéressant. Individuellement, et dans ce livre-là, et dans beaucoup de romans de cette génération-là, on est tiraillé, enfin, l'individu est tiraillé dans des contextes de rupture entre émancipation et assujettissement, qu'importe que ça prend comme forme, hein, c'est protéiforme. Et en réalité, et comme tu disais, donc la fin du film, c'est pas récent, il y a une statue de Léonard de Vinci, il me semble, qui s'appelle Les deux esclaves. Il y en a un qui regarde au loin et l'autre qui accepte fatalement sa mort. Et en fait, des deux, on a l'impression que finalement, celui qui est le plus libre, c'est celui qui accepte son destin. Et en fait, la tension ne s'arrête jamais dans Nejma, parce qu'on n'accepte jamais, on n'accepte jamais, en tout cas on questionne toujours son destin, pris dans des brèches incomplètes d'ailleurs de son histoire. On parle de population et pourquoi elles n'arrivent pas à accéder. On n'est pas, la population, c'est pas un tout voilà, exactement, qui avance comme ça et qui a toujours la même mémoire, toujours. On doit s'emparer de sa mémoire et elle est incomplète, falsifiée, modifiée, etc. Et on oscille entre des volontés individuelles, des mouvements de groupe. Donc c'est aussi pour ça peut-être qu'en tant que population, parfois, et comment la vie avance, hein, on est de plus en plus vers quelque chose de très personnel, de très individualisé, qu'on n'arrive peut-être pas, que la population n'arrive pas à renverser la vapeur. Mais je pense que le rôle de l'élite, justement, c'est d'entretenir ça. Complètement. L'élite, pour moi, qui est une élite éclairée, oui. Elle doit entretenir cet instinct de révolte, cette volonté d'insoumission, cette volonté de souveraineté chez les populations. Alors, quand j'avais 15 ans, j'ai étudié Antigone, d'accord ? Donc la figure typique de la rebelle. Et moi, je me souvenais, quand on avait 15 ans, on était tous du côté d'Antigone quand on était élevés. Et aujourd'hui, quand je le fais étudier à mes élèves, ils sont tous du côté de Créon. Oui, et ben elle avait qu'à. Elle avait qu'à obéir. C'est fou, il avait qu'à obéir. Oui, mais c'est parce que. Pourquoi ? Elle va mourir sinon. Enfin, c'est fou. Mais parce que je pense que le positionnement d'une personne sur un sujet est toujours le fruit d'une réflexion. Réflexion qui est composée par lecture, voyage, discussion, échange. Cette même histoire d'Antigone, tu l'as fait lire à des Haïtiens
ils vont peut-être avoir une vision totalement différente que si tu la fais lire à des mecs du Milwaukee. Parce que Complètement. peut-être que l'haïtien, il va grandir avec tout ça en l'ouverture, il va grandir avec Dessalines, il aura un rapport à la liberté et à l'absence de concession que le mec du Milwaukee va pas avoir. Donc c'est toujours lié à ce que tu as en réserve en termes d'énergie, en termes de souvenirs, en termes de création. J'en veux pour preuve au sein de ma propre famille. Tu vas parler avec mes frères et sœurs, ils n'ont pas du tout les mêmes convictions que je peux avoir. Et ils ne trouvent pas forcément nécessaire ce que je fais. Même voire dangereux. Et sans transition, selon vous, pour revenir à la question, une des questions de l'ouvrage qui traverse l'œuvre, de la double conscience et de la schizophrénie identitaire, rattachée à l'identité algérienne, qui est une identité plus ou moins hybride, qui est plus née en réaction à l'identité française. Selon vous, est-ce qu'on peut se construire dans le rejet, pour ne pas dire dans la haine, à l'échelle collective d'un autre peuple? Parce que la fracture France-Algérie, elle est encore vivace. Ben là, dans ce livre, la violence, c'est complètement un mode de construction d'identité. C'est ça. Ouais. Les 4 protagonistes utilisent n'utilisent que ça, presque même, pour se construire. Alors, Ah, mais c'est une violence que qui ça est, fonctionne, qui est légitime. complètement, ici, oui. On n'est pas sur une violence gratuite. Non. Sans vouloir donner trop d'informations sur l'ouvrage, parce que j'espère que vous allez le lire C'est la seule réponse à la frustration et, qu'ils ont, en et fait. le La découvrir. Mais violence. on est sur une légitime violence, Complètement. pour pas dire une légitime défense. On est sur une volonté de conserver le peu de culture et le peu d'humanité qui leur reste, parce que l'appareil en face, il est brutal. Et s'ils pouvaient les anéantir à l'instar des Amérindiens, ils le feraient. Mais aujourd'hui, rapporté à notre actualité ou notre époque, ce sentiment, Bah oui, parce que quand si on revient à la double conscience, on a toujours la double. Enfin, si on voulait le traduire, en tout cas pour ces personnages, et si on voulait contextualiser aujourd'hui, c'est la conscience de soi et la conscience de son passé. Et c'est ça qui crée possiblement la violence, en fait, la frustration, donc la violence. Est-ce que je c'est réponds l'anti-résilience. Exactement. Est-ce que je réponds ou pas? Ou Est-ce alors qu'on quel est le attend rôle de de la moi? mémoire? Exactement. Et qu'est-ce que j'en fais aussi de cette mémoire? Comment je l'honore ou pas? Est-ce que vous avez il y a une recommandation, un regard à poser justement sur ce poids de la mémoire dans la construction? Est-ce qu'on doit être prisonnier au nom d'un pseudo-devoir de mémoire, d'une haine qui est certes qui découle d'une histoire légitimement tragique et donc légitimement source de colère, voire de haine? Ou alors à un moment, est-ce que la notion de pardon et de résilience ne doit pas prendre le pas au nom du pragmatisme et au nom de l'épanouissement de nos enfants? Non, Oui. mais On allait réagir en même temps. Moi, bah oui, vas-y, pardon. excuse-moi, Oui, on pardonne tout, mais on n'oublie rien. complètement. Pour moi, c'est la meilleure solution. On pardonne tout, mais on n'oublie rien. Mais concrètement, ça veut dire quoi pardonner? Je vais développer. Ouais. Concrètement, ça veut dire que la haine n'est pas le moteur, le ressentiment non plus. L'amour, c'est le moteur. Parce que parenthèse, quand je prends l'exemple et je te laisse poursuivre, pour que je toujours donner des exemples concrets pour permettre aux nôtres de saisir. Actuellement, il y a une tension diplomatique entre la France et l'Algérie. Au-delà de l'affaire du Sahara occidental, il y a le président algérien qui a rappelé, qui a réactivé cette mémoire douloureuse de la colonisation. Donc on oublie tout. Il n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Moi, j'ai pas dit on oublie tout. J'ai dit on pardonne tout. Pardon. Moi, Même le on pardonne tout, Moi, il n'est pas à l'ordre du jour. Mais moi, je pense que le pardon est un acte égoïste. Tu pardonnes pour pas être rongé par la haine, pour pas être rongé par le On ressentiment. est d'accord. Moi, je pardonne pas pour que l'autre me pardonne. J'attends pas le pardon de la France. Il faut avoir une grandeur Non, d'âme. dans l'autre sens, je parle. Non, mais je te le dis. Oui. Moi, je pourrais. Il y a des Noirs qui te disent la France doit s'excuser par rapport oui, à ce que. dans ce sens-là, oui. Ah oui. Oui. Pardon. non, T'as des Noirs qui disent que la France doit s'excuser, doit faire preuve de repentance par rapport au crime de l'esclavage, au crime de la colonisation. Moi, j'attends pas que la France s'excuse. J'attends pas que. Vous croyez aux vertus de la repentance? J'attends pas ça.
C'est pas ça. Parce que déjà, attendre, c'est être dans une position que je ne veux pas, c'est-à-dire de dépendance par rapport à l'autre. Donc l'autre va fixer les règles de mon agenda, ça ne m'intéresse pas. Attendre de l'autre qui me pardonne, ça veut dire que l'autre est capable d'avoir une grandeur d'âme qu'il n'a pas, parce que ça se verrait dans ses actions au quotidien, qu'il en a une alors qu'il en est dépourvu. Donc je préfère moi lui pardonner, tout en gardant en mémoire ce qu'il a fait, pour éviter que ça se reproduise, parce que pour moi c'est une boussole, et pour aller de l'avant. Mais ce qui m'anime, c'est l'amour des miens, l'amour des femmes et des hommes qui m'entourent, Comme les 4 personnages. l'amour de mes ancêtres et l'amour de mes descendants. Croyez-vous aux vertus de la repentance? Moi, c'est le pardon, ok, mais encore. C'est-à-dire qu'on est dans une guerre de mémoire, on va dire. Et tu parlais de cette notion, du coup, de se reconstruire dans un contexte violent. Moi, je pense que par rapport à comment se ressaisir du passé, comme tu disais, Ida, c'est de voir aussi comment ce passé a été écrit. Il y a une guerre épistémologique, donc c'est-à-dire la manière dont on construit l'histoire, la manière dont on la raconte. Et en l'occurrence, moi, en tout cas, en tant que personne intimement concernée, finalement, en tant que descendante de colonisés, la manière dont je me pense par rapport à ce passé-là, c'est effectivement prendre conscience de ces douleurs qui ont été infligées à la communauté afro-descendante, à la communauté noire, au peuple africain, bien évidemment, mais surtout de m'ancrer dans les résistances. Pour moi, c'est ça qui me nourrit, qui m'anime. Pour moi, c'est ça mon histoire, en fait. C'est pas une histoire oui, effectivement, cette domination, elle était palpable, elle était réelle, elle a détruit des corps, mais moi, je m'enracine, en fait, dans cette résistance, dans ce truc on s'est inscrit dans une agencéité, dans une capacité d'agir dès que l'oppresseur est venu. Et pour moi, c'est comme ça que je pense mon identité, je pense mon histoire. Et je pense que c'est aussi de cette manière que la jeunesse, de manière plus générale, et toutes les personnes aussi concernées par cette histoire devraient aussi se penser. C'est notamment sur ces bases-là également, en acceptant aussi toute cette violence, toute cette domination qui reste ancrée en nous. Et malheureusement, les schémas de domination sont encore bel et bien actifs et elles nous animent et elles définissent aussi nos expériences vécues aujourd'hui dans cette société contemporaine. Mais en tout cas, la domination ne fait pas mon histoire. Moi, c'est la résistance. C'est les résistances d'ailleurs. Bravo. Et sur la question de la repentance? Un moment dans le livre, il y a un moment dans le livre où c'est exactement ça. Il y a un des 4 personnages, Mourad, qui va se battre en fait contre monsieur Ricard, contre Maître, voilà, qui représente l'autorité, l'oppression, etc. Et il dit à un moment, donc Mourad, le poing serré, ne savait plus s'il frappait Ricard ou un autre. Et en fait, c'est très intéressant à ce moment-là parce que l'expression de sa rage à Mourad, elle a plus de visage, elle a plus de nom. Et la violence ici, ça devient l'expression d'une colère sourde, et on ne sait plus si on se révolte. En fait, on ne serait plus si on se révolte contre sa propre colère ou face à un destin imposé. Donc à ce moment-là, oui, la repentance, je pense que c'est bien, mais c'est bien pour se réapproprier l'expression de son propre désir. Est-ce qu'on est là pour perpétuer in fine, enfin ad vitam aeternam plutôt, ce qu'on hérite de notre histoire, ou est-ce qu'à un moment on va pouvoir se saisir de ce qu'on désire vraiment? En tout cas, voilà. Mais est-ce que tu ne penses pas, pour aller dans ton sens, que le pardon te rend lucide? Parce que tu vois, quand tu es dans une logique de colère et de rage, tu perds de la lucidité, complètement. Tu perds la clairvoyance qui est indispensable pour faire les bons choix. Est-ce que le fait de pardonner et de vider ton corps, vider ton âme, vider ton être, toutes ces passions tristes qui peuvent avoir des répercussions désastreuses, ça te permet pas plutôt, après toi, d'être beaucoup plus lucide sur les choix et la lutte que tu mènes? Ça permet d'accéder effectivement à ses désirs, donc à ses choix, à son élan vital, à soi en fait, juste à soi. Ah ouais, mais c'est encore une fois, c'est cette histoire de double conscience, c'est un équilibre difficile à avoir, difficile à conscientiser, difficile à... Enfin, l'équilibre est... moi, je trouve que Kateb Yassine, de façon magistrale, il arrive à mettre des mots sur ça et à illustrer à la fois la complexité, mais en même temps l'évidence que c'est possible d'être les deux. Mais, moi, justement, pour prolonger vos propos, ce que j'apprécie le plus chez ce génie littéraire, c'est
le personnage, ce qu'il est en interview. Je ne sais pas si vous avez pris le soin de Ouais, l'écouter en j'ai vu. interview. Complètement. Il respire une bonté. Il a apaisé. Voilà, il est Ah, apaisé. Il est apaisé. Pourtant, il était au cœur de la barbarie, Oui. dans le ventre de la bête. Mm. Donc à travers cette bonté, on perçoit les vertus de ce que tu évoques, les vertus de la connaissance et de la compréhension de l'humain. À partir du moment où tu comprends l'humain, c'est une démarche qui est difficile à entreprendre et surtout jusqu'au bout, tu arrives à comprendre comment l'humain peut devenir barbare. Comprendre comment l'humain peut devenir barbare, ben, quelque part, aux yeux de certains, tu justifies l'esclavage, tu justifies la colonisation. C'est-à-dire que tu retires à la dimension barbare l'aspect moral. Tu dis, en fait, c'est l'humain. C'est pas le blanc, c'est pas le colon, non, c'est l'humain. C'est l'humain. Positionné dans certaines situations, face à certains intérêts, l'utilitarisme, tout ce que l'on veut, qui a été amené à agir ainsi. Frédéric Douglass l'explique très bien dans son ouvrage, d'ailleurs sur lequel nous allons nous attarder dans une prochaine émission. C'est-à-dire que c'est l'esclavage qui a créé le maître barbare, et c'est pas le maître barbare qui a créé l'esclavage. Donc cette dimension-là, elle est difficile à accéder, mais Kateb, lui, Complètement. j'ai trouvé qu'il était assez exceptionnel à cet égard. Oui, mais c'est comme Mandela. Ouais, exactement. C'est comme Mandela qui fait 27 ans Exactement. de détention, qui a toutes les raisons du monde d'en vouloir aux Blancs, qui a toutes les raisons du monde de vouloir leur faire la peau, et qui va les rencontrer et qui leur dit désormais on va travailler ensemble. Vous êtes mes frères et nous allons construire une Afrique du Sud à la hauteur de nos espérances. Alors que eux ne comprennent pas d'où vient cette force mentale, d'où vient cette sagesse, d'où vient cette compréhension et cette empathie alors qu'on lui a fait vivre l'enfer. Donc c'est pour ça que je dis tout le temps que pour moi c'est l'amour qui triomphe. C'est l'amour qui l'emporte surtout. Bell Hooks sort de ce corps. Non, c'est pas Bellux. Parce qu'elle a quand même pas mal théorisé. Ouais, mais on En fait, parlera. c'est son Moi, mot d'ordre. j'ai hâte Ouais. qu'on parle de son livre parce que je l'ai lu avec 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 appétit et attention. Mais bien avant Bell Hooks, les religions ont mis en avant l'amour et les différentes spiritualités en disant que c'est l'un des moteurs, si ce n'est le meilleur moteur pour faire de grandes choses pour soi, pour honorer ses ancêtres et préparer ses descendants. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Le grand défi, ouais. C'est ça. Et ça coûte, hein. Ça coûte énormément. D'aimer, de pardonner, d'aller de l'avant, de ne pas être dans une rage, dans une haine. Pardonnez-leur, ils ne savent pas Ce qu'ils font. ce qu'ils font. Cette phrase, Pour mérite. les 4 hommes de Nedjma, c'est ce mélange justement d'amour et de violence qui montre à quel point leur quête de soi, elle est Délicate. parce qu'elle est entravée en fait par ces mêmes ce dont ils se servent pour moteur, et ça aussi l'entrave pour accéder à qui ils sont et leurs désirs. Quand on pourrait, encore une fois, épiloguer, discuter, échanger, nous enrichir des heures et des heures. En tout cas, il faut lire Nedjma. Voilà, il faut le lire et à plus d'un titre, hein, seul ou en Il collectivité. faut lire Nedjma, les garçons, c'est important, même les filles. Oui. Les dames, les messieurs, il faut lire Il Nedjma. faut le lire et le relire. Quel est votre mot de la fin, votre conclusion que vous adresseriez à la jeunesse autour de cette question de la double conscience et de la schizophrénie identitaire qui travaille, qui agite bon nombre de jeunes? Justement, il ne faut pas avoir peur de l'embrasser, cette schizophrénie. Elle est phasique. Elle représente une part de ce que nous sommes à un moment donné de notre vie. Et tu vois, le vocable schizophrénie, il est dangereux, je trouve. Pour moi, c'est une Complètement. richesse. C'était ma question derrière. Pour moi, c'est une richesse, tu complètement. vois. Il ne faut pas avoir peur de plonger dans ça et d'aller piocher. C'est une richesse qui vient de notre piocher là histoire. où, exactement, là où on a envie de piocher, de piocher, et ça va façonner chacun d'entre eux, chacun d'entre nous, le rendre plus fort, plus alerte sur ce qu'il, elle est. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me donner, j'ai failli oublier, un héros qui serait dans le paradigme de l'ancien colonisé héroïque, enfin perçu comme un héros, autant que de l'autre côté. C'est-à-dire, souvent il y a cette phrase, les bourreaux, les héros de l'un sont les bourreaux de l'autre, et il se trouve entre descendants de colonisés et descendants de colons, il y a cette Mandela. fracture-là identitaire. Ah ouais, mais Donc, il y a Mandela, vous en Mandela connaissez aussi. d'autres ou pas? Il y a Mandela. Gandhi. Par exemple en France, entre France et l'Algérie,
France et l'Afrique francophone. Est-ce que vous connaissez des figures qui peuvent, par leur existence et dans la mémoire, réconcilier justement ces mémoires, créer, faire passer de la guerre des mémoires, la guerre des récits, à un dépassement et un apaisement? Ouais, des figures comme Malala. Une question Quand, qu'on va laisser en suspens, on va oui, demander. quand- J'aurais dit Lounès Matoub, mais Pas simple, hein. Pas du tout simple. Mais Ouais, en tout Gandhi. cas, c'est une question en suspens. Gandhi. Gandhi, France, Gandhi, c'est- Algérie, France. Ah non, pas ah. Algérie, France, mais c'est ça, c'est cette Algérie, de paix. Mais après, c'est compliqué pour la France et l'Algérie parce qu'il y a eu quand même conflit armé, C'est pour ça que je pose il y a la eu du sang versé. Donc c'est compliqué pour la France de reconnaître des vertus à des indépendantistes algériens. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, Donc... Camus, Mais Camus, est-ce que Camus, il est vu en Algérie comme un Algérien c'est pour ça par que je pose la entière? question. Camus. Ah, je peux pas savoir Ah, en donc Algérie c'est vrai, comment il est pardon. perçu. Tu vois, Désolée. Ouais. faudrait Faudrait peut-être voir, voir. faudrait voir. Si Mais j'ai Camus- pas le sentiment faudrait- moi, qu'Albert Camus soit perçu comme un Algérien par entière. Bah Ok. oui. Et du coup, représentant d'une sensibilité algérienne, tu vois. Ok. Moi, je pense que c'était un Français qui était Ouais, en Algérie. ouais. C'est pas la même chose. Ok. Bon, ben, on n'a pas Tu encore vois. trouvé. C'est On comme, va- on va c'est méditer, comme on va Ségolène creuser. Royal, On va c'est pas une creuser. Sénégalaise, tu vois. Ça, c'est sûr. Pourtant, elle est née au Sénégal, tu Jusqu'à vois. preuve du contraire. Mais en même temps, nous, on est français aussi, entre autres, non? Belge. Non, non, mais, Non, attends, parce que nous, on est. mais nous sommes Ah oui. pas que français. Mais Je pas sais. que. Mais elle peut dire, elle est pas que sénégalaise, mais elle est aussi sénégalaise. Mais si elle est sénégalaise, dans ce cas-là, non mais, en fait, c'est très simple. Ouais. Si elle est sénégalaise, dans ce cas-là, elle est comme les Libanaises. Parce que les Libanaises sur place, Ouais. ben, elles ont vécu sur place, elles connaissent la langue, elles connaissent la culture, elles sont clairement intégrées. Donc du coup, elles peuvent se revendiquer à la fois du Liban, de Liban. par leurs parents, et à la fois du Sénégal, de par leur lieu de naissance, et des mœurs qu'elles pratiquent, et du commerce qu'elles ont sur place. Mais Ségolène Royal, elle est née en France, elle est venue, non, elle est née à c'était une Dakar, boutade. et après elle est venue en France. À quel moment elle a Ah, vécu? C'était une boutade pour évoquer la double à- identité, quoi, la double appartenance. Pour moi, la double identité repose sur une vie culturelle dans les deux mondes. Au travers de l'éducation à la maison, la langue que tes parents te laissent, La nourriture. et la nourriture, les plats, les voyages Ouais. que tu fais, le lien que tu entretiens avec ta famille, qui fait que tu es les deux. Ouais. Et je pense que la schizophrénie, pour reprendre ton mot, c'est quand tu veux nier l'un. C'est là que tu deviens Ou schizophrène. quand l'un te crache au visage. Mais après, tu Non. te Par rends l'intermédiaire de certains de ses représentants. Non, mais l'un te crache au visage, tu vis pas pour l'autre. Non, mais- Si tu prends l'un Ouais. avec le crachat, c'est que tu es à la recherche de la validation. Mais C'est tout- plus l'oscillation qui fait que ça crée la Exactement. schizophrénie. Cette Tu ondules difficulté à entre les pouvoir deux. naviguer Exactement. d'un côté Mais ou il n'y a d'un pas à autre. naviguer, C'est- tu l'es. c'est juste Tu es cette. En fait, moi je comprends pas cette volonté de naviguer dans la mesure où tu. C'est comme ça que le terme aliénation est né, Mais le par problème, exemple. c'est que l'identité, c'est pas statique. Donc, on parlera toujours de navigation. C'est quelque chose qui est continu. Ce que je suis aujourd'hui ne n'est pas ce que je serai demain. Et d'ailleurs, toi aussi, tu vois. Non, mais je ne te dis pas que mon identité est figée. C'est pas ce que je te dis. Je te dis que mon identité, elle est en mouvement. Mais Ça. que je suis franco-congolais, que je le veuille ou non. Ok. Ça, c'est acté. Je suis le fruit de ces ces deux réalités. Et si certains me crachent à la gueule du côté du Congo ou du côté de la France, ils sont pas mes baromètres, ces gens-là. En fait, je leur laisse pas la place de pouvoir juger de la pertinence de ce que je suis. Et c'est là que je dis qu'on a du tort, nous, chez nous. On a du mal chez nous. Donc le concept d'aliénation, il faut l'enterrer. Non, Parce que c'est en ça fait, derrière. l'aliéné, c'est celui qui est à côté de lui-même. La Oui, mais limite, c'est selon l'autre. quels critères? Mais par exemple, je vais donner un exemple. Mhm. Des fois, tu as des personnes qui te disent moi, je suis pas français, je suis malien. Mhm. Mais frérot, tu es né en France, ça fait 25 ans que tu vis en France. Le Mali, tu l'as connu sur 2 mois. De quoi tu me parles, frère? Lui, il est malade. Ah, donc lui, il est aliéné. Mais il est aliéné parce que structurellement, il n'est pas malien. Ok. Parce que Il a souvent, des origines maliennes. le mot aliéné est associé dans la bouche de certains à certains, par exemple, de nos frères qui, par exemple, se réclament du christianisme, Non, de mais l'islam. on va prendre, si tu veux, Mm. l'étymologie. Ouais. Aliénation, c'est être étranger à soi-même. Ouais, soi-même, ouais. Donc je reprends l'exemple de celui qui dit qu'il est malien alors que c'est un Montreuillois. Lui, il te dit, il a 25 ans, je ne suis pas français, je suis malien. Il est allé 2 fois à Bamako, 10 jours, donc 20 jours. Sur 25 ans d'existence, Ouais. 25 ans d'existence, il a 2 semaines, allez, vas-y, 20 jours Ouais. au Mali. Et Non. te dit qu'il est malien. Non, mais après, lui peut te rétorquer que même en France, il a vécu au milieu de Maliens ou en banlieue. Où c'est Mais pas- il a vécu à l'heure française.
Ça veut Il dire- allait à l'école française. Non, Mais, attends, ça veut dire mais- quoi vivre à la française quand on vit dans le 9-3, c'est pas Mais la je pense France. qu'il le définit 9-3. C'est à la surtout comme française, malien. quand en même. mais c'est quand même à la réaction. française. Ça reste à la française. Parce que tu vas à C'est l'école. française Tu vas à 23, l'école. c'est la Tu vas à française. l'école. On a, C'est- on a c'est- étudié le livre Les Blancs sont partis. S'ils Non, partent, c'est parce tu- qu'ils estiment que ces espaces sont plus la France. Non, mais, Pardonnez-moi de vous le dire. c'est quelle loi qui s'applique? Est-ce que c'est la polygamie qui s'applique là-bas? Bah, c'est Est-ce la- que c'est la charia qui s'applique là-bas? Bien sûr, tu Non, rigoles ou quoi? c'est pas Mais la tu charia rigoles qui ou quoi? s'applique là-bas, frère. J'espère vous plaisanter. Mais non, En c'est pas la banlieue, charia. c'est pas les lois de la République qui règnent. Hein. Mais Attendez, vous avez pas attends. vécu en banlieue quoi? Attends, Oh, quand même. Soyons T'es sérieux. en train de me dire qu'en banlieue, c'est pas la loi de la République? Non, C'est quelle loi? non, c'est la loi de la rue. Mais non. Mais Mais non. donc la rue, c'est la charia. Bah, n'importe et, quoi. mais- C'est et la la police qui polygamie, intervient, ça, c'est vraiment c'est des stéréotypé, tribunaux hein. français. Arrête. Non, c'est Arrête. les tribunaux français Arrête. Non, c'est les tribunaux Mais français non. à la marge. Mais la loi du talion, les descentes de cité à cité, quel rapport avec la France? Mais vous plaisantez, j'espère ou Mais pas? attends, excuse-moi, ça c'est Ouais. universel, ces actes de violence. Non, mais c'est c'est universel. ce que je suis en train de te dire, Ce c'est que je vais t'expliquer, Ouais. quelle loi Ouais. régit Ouais. le fonctionnement de ces quartiers? C'est la loi française. Quand il y a un problème, Ouais. c'est la police Ouais, qui la vient, police. qui embarque ces gens. C'est pas la charia qu'on utilise, frérot. Quand on appelle la C'est police. très très. Attends, quand on appelle la police. En banlieue, on n'appelle pas la police. Pardon de le dire. C'est parce que tu l'appelles pas qu'elle vient pas? Je crois que c'est une fête. Non, non, Je crois que c'est une soirée. Ouais, j'ai pas d'invitation, je viens pas. Non, On non, n'a pas besoin de les appeler pour qu'ils viennent. non. hein. Non, 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 pardon. Les lois qui régissent, si on regarde la définition d'un pays, les lois qui régissent les banlieues, je peux vous assurer. Bah, c'est quoi? Ça- Bah, demain, c'est quoi les lois qui régissent la banlieue là? Non, les lois qui régissent la banlieue, c'est l'hyper-virilité, c'est le virilisme, c'est la loi du grand frère, c'est la loi Non, du ça c'est plus des fort. influences, mon frère. Non, c'est pas la loi. c'est des lois. Tu rigoles. C'est pas vrai. Non, c'est une loi au sens où ça régit, Qui ça régit les a mœurs. le monopole légitime de la violence? Bah, C'est mais- l'État français. Attends, non. Aujourd'hui, on parle même d'ensauvagement quand les types ils sont dans les rues à Nantes ou dans certaines villes avec les kalachnikovs, Mais ils il y a s'arrosent toujours... entre eux. Mais attends, Il excuse-moi. y a des conservatoires en banlieue, il y a des bibliothèques en Attends, banlieue. on parle d'ensauvagement. Ouais. Qui parle d'ensauvagement? C'est la bourgeoisie blanche. Qui définit l'embourgeoisement. Ok, ok. Ouais, l'ensauvagement, pardon. Ok, Ouais. donc la bourgeoisie blanche, Ouais, qui a commis tous les crimes de l'humanité, d'accord. vient nous dire qu'il y a un sauvagement en banlieue. Donc toi, tu reprends leur diatribe. Attends. Ouais. Donc la bourgeoisie blanche, Ouais. qui partout où elle s'est déplacée sur Terre, Ouais, en passant par les aborigènes, en passant par les Amérindiens, d'accord. a commis des crimes de l'humanité, D'accord. vient nous parler d'ensauvagement parce qu'il y a un mec qui sortit en Kalachnikov. Donc elle est crédible. Alors attends. Là, pour toi, le message doit être gommé dès lors que tu ne rends pas ou tu accuses le messager. C'est ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que le messager est blanc. Mais il n'y a donc pas tu te- d'ensauvagement. C'est un fait divers, point. Le vocable qu'ils ont utilisé. Mais c'est eux Alors, les attends, barbares. attends. Donc tu estimes que aujourd'hui, quand on parle de l'explosion des crimes perpétrés par des 13, 14, 15 ans, des contrats et autres, il n'y a pas d'explosion de ces dernières années. Attention, moi je te parle en tant que pénaliste. Alors, Je te parle en tant que pénaliste. Il y a. tu es bien placé pour savoir que C'est ça quoi explose. l'ensauvagement Mais c'est de ça dont je te parle. Attends, C'est- on va parler de l'ensauvagement. Ouais. Je te réponds. Ouais. L'ensauvagement, c'est Ouais. un vocable qui est utilisé Ouais. pour décrire le comportement des Arabes et des Noirs. Parce qu'on ne parle pas d'ensauvagement Pas le quand c'est un- comportement. On parle Pour pas décrire d'ensa- la violence On parle des pas banlieues. On parle pas d'ensauvagement quand Ouais. c'est un fait divers commis par un blanc. On parle pas d'ensauvagement. Quand tu vois le viol de Madame Pellico, là, on Ouais. parle pas d'ensauvagement pour parler de ces gens-là, frère. Donc tu comprends déjà que le mot vocable est utilisé uniquement pour parler des Arabes et des Noirs. Ok. Maintenant, qui l'utilise? Donc pour C'est toi, les c'est Blancs. un mot qui a été racialisé. Non, Mais attends, je je clarifie. t'explique. Ok. Mais je te dis qu'il y a une femme qui a été violée par 50 personnes, qui a été Ouais. droguée par son mari. Ouais. Le mot ensauvagement, on ne l'utilise pas. Mais tu sais, c'était des Robert Desroulins qui avaient fait ça. Donc pour toi, il n'y a pas une explosion. C'est de pas la ce que j'ai dit. J'ai dit que le vocable utilisé, il est dangereux, il faut l'interroger. Qui parle d'ensauvagement? C'est les Blancs qui parlent des Arabes et des Noirs. D'accord. Premièrement. Donc là, tu Quand un questionnes Blanc. le- Quand un- tu questionnes le messager. Moi, je te Non, parle j'ai du pas fini mon message. raisonnement. J'ai pas Ok. fini mon raisonnement. Je te dis, quand un Blanc Oui, commet un acte oui, odieux, oui. on parle pas d'ensauvagement. Ok. Il faut comprendre. Ok. Ensuite, maintenant, ce que je te dis, Oui. c'est Est-ce que que la violence explose en banlieue? maintenant, faut ça, ma question, hein. faut analyser la violence. Oui. Faut analyser la violence. Oui. Donc, est-ce que le nombre de règlements de compte Oui. explose Mhm. de par les statistiques? Oui. Ok. Ensuite, vas-y. Maintenant, est-ce que quand on regarde le nombre de morts Mhm. par rapport à la population française, Mhm. quand tu regardes ce qui se passait dans les années 50, Mhm. 60, 70, 80 en France, est-ce qu'on a un nombre qui est beaucoup plus important? La réponse est non. Je t'explique pourquoi. Parce que j'ai pris l'exemple de 17 octobre 1961. En 1961, tu pouvais jeter 300, 400 Algériens par-dessus bord, il ne se passait rien. Tu vois, c'est de la barbarie. Tu prends 300 personnes, il ne se passe rien. Tu vas au Cameroun, tu envoies du napalm, il ne se passe rien. Donc on ne les comptait même pas, ces morts. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Donc aujourd'hui, on ne peut plus
jeter du napalm sur des Camerounais. Ok. Moi, je repose ma question. Donc quand on parle d'ensauvagement, Ouais. pour reprendre ton exemple, Ouais. qui est ensauvagé et qui distribue les bons points? Ok. Là, tu me parles du messager. Moi, je te parle du message. Est-ce que aujourd'hui, en banlieue, HLM, les jeunes entre eux sont plus violents qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans? Mais j'ai dit oui. ou non? Mais j'ai Voilà. dit oui. Pour moi, ça, c'est ce que j'appelle. C'est pas parce que un type d'extrême droite a dit ensauvagement que directement je discrédite ce terme. Moi, concrètement, c'est ce que j'appelle l'ensauvagement. Oui, mais d'accord, Pourquoi? l'ensauvagement. Attends. Mais dans ce cas-là, non, vas-y. Pourquoi? Parce que derrière le mot ensauvagement, il n'y a pas qu'une vision raciale, il y a aussi une vision, un rapport barbare à l'existence, c'est-à-dire la sauvagerie. Quand un rappeur Kalash criminel, il fait la promo sauvagerie, personne, c'est pas Bardella qui lui a dit de chanter sauvagerie. C'est lui qui fait la promotion de face caméra sauvagerie. C'est ça l'ensauvagement. C'est Kalash criminel, il est de banlieue. Personne, c'est pas à Neuilly qu'on est venu lui dire dis sauvagerie. Donc moi, c'est cet ensauvagement-là. C'est une dimension artistique. Ok, bon. Donc, cette dimension artistique n'a pas de C'est lien. une licence. C'est une licence artistique. Ok. C'est une liberté artistique. Ok, Il n'a jamais tué personne. Il n'a jamais dit aux gens de tuer les gens. d'accord, ok. On est sur une dimension artistique, c'est de l'allégorie. Ok. On est sur une parabole. Ok, On est sur un fantasme. On est sur un fantasme. On est sur un fantasme. Ok. Mais on en reparlera dans une autre émission. Dans notre émission. C'est vrai qu'on s'est, et comme toujours. hein, On est dans un fantasme. c'est Toujours Ok, foisonnant. Pas de problème. Sauvagerie, c'est un fantasme. Tu le ferais écouter à ton fils? Oui, Ok. en lui expliquant. Ok. Ah, en lui expliquant. Mais bien voilà, sûr. c'est Tu ça la ferais- nuance. tu ferais- Mais en lui expliquant. En lui Tu expliquant. ferais écouter à ton fils? Mais moi, je fais écouter à mes enfants en pas, non. expliquant. Ah, Je oui pense ou non? pas. Non, Ah, je donc pense quand pas. même. même Mais en moi, je fais expliquant. écouter tous les. Attends, tu ferais écouter Sauvagerie à ton fils ou pas? Ça dépend de l'âge, avec un contextualisation. Exactement. Regardez. Moi, je fais écouter. La danse du vent. Écoute, Ça dépend de moi, je l'âge. fais écouter à mes enfants que je Ouais. n'ai pas Ouais. tous les morceaux de rap les plus violents. Ouais. En leur expliquant que là, on est sur de la. Mais non, on est sur de la fiction. Mais c'est comme si tu regardes un film. Ouais. Tu regardes le film de Denzel Washington, American Gangster. Ouais, Denzel Washington, il fait tuer des gens. d'accord. L'une des premières scènes, c'est qu'il tue Idriss Elba d'une balle dans la tête. Je vais expliquer à mon fils qu'on est sur un film. Ouais, Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. d'accord. Donc, c'est pas lui interdire, c'est lui montrer et faire preuve de pédagogie. Donc Ouais, oui, complètement. il y a une dimension artistique. Après toi, elle te plaît pas, il n'y a pas de problème, elle Non. te plaît pas. Moi, Mais je- c'est pas je- pour autant que. Moi, Kalash criminel, c'est un sauvage. j'ai pris l'exemple, je te parle de l'influence, parce que Denzel, hors film, il est Denzel Washington, il Ouais. n'est pas Frank Lucas. Ouais. Kalash criminel. Hors micro, il est pas comme ça. Attends, en interview, il est Kalash. D'accord, mais hors Criminel. micro, il est comment? Non, mais Il est ça, pas comme ça, hors micro. Moi, je ne le connais pas. Il est adorable. Ouais. Bon. Alors, Il est mon adorable. message à la jeunesse. Voilà, ton message à la jeunesse, vas-y. Mon On message conclut. à la jeunesse, c'est ce que j'ai dit antérieurement, c'est vraiment de pouvoir accepter justement ce travail de navigation par rapport à son identité, apprendre à la connaître dans les profondeurs de ce que c'est vraiment et pas forcément à travers les discours dominants. Et surtout de pouvoir prendre pleinement ancrage dans ces histoires de résistance et s'atteler à réécrire son histoire et écrire ce que l'on est dans la sublimation de soi. Waouh. Ah, elle a fait fort. Non, je passe pas. Vas-y, d'abord Ida, faut que je réfléchisse. La mobilation Je prise. l'avais déjà dit. Moi, vous avez vous déjà m'avez conclu. coupé. Elle a Ah, t'as déjà compris, Ida, toi? Vous Tu es pas fan de conclusion. Le temps que je prends un peu d'inspi parce que là, je suis à poil. Là. Écoute, je peux juste te dire que oui, faut sacrifier aucune partie de soi, son identité, sa mémoire, son histoire. Faut rien sacrifier, faut piocher partout, et c'est ça qui va créer notre individu foisonnant qu'on est, aussi foisonnant que ce récit foisonnant et lyrique et très riche, qui est Nedjma et qu'il faut lire. C'est un récit en spirale, mais c'est un récit qui donne le vertige aussi. Il faut s'y atteler. Merci. Moi, je dirais qu'il faut renoncer au renoncement, qu'il faut s'inscrire dans une volonté d'exister indépendamment de ce que les uns et les autres peuvent penser de nous, qu'il faut s'inscrire dans une volonté de jouissance, de puissance et de réflexion, et surtout dans une volonté de souveraineté. La vie est courte, extrêmement brève, et l'existence, et qu'il ne faut pas attendre l'autorisation des autres pour vivre selon notre bon vouloir. Pour moi, la vie est un caprice heureux. Caprice parce que c'est d'abord soi, heureux parce que c'est avec les autres. Donc il faut garder ça en mémoire, un caprice heureux qui nous permet de vivre de façon cohérente avec soi-même et en harmonie avec les personnes qui sont avec nous.
Difficile de rajouter quoi que ce soit après ces magnifiques conclusions. Je me chercher, permettrai un petit apport. Parce que là, Ida et Marie-Fidèle m'ont mis la pression. N'oublie pas, chers frères, chères sœurs, qu'avant d'être membre d'une famille, avant d'être membre d'une communauté, avant d'être membre d'une religion, tu es d'abord membre de toi-même, tu t'appartiens d'abord toi-même. Ton premier combat, c'est contre tes émotions intérieures, c'est contre ton ignorance. Le reste, c'est un plus, mais d'abord, tu dois mener vraiment ton combat contre ton démon intérieur. Nejma, comme d'autres romans, sont là pour te rappeler que la mémoire collective, c'est un champ de bataille ou un tremplin. Champ de bataille, si tu t'enfermes dedans, si tu veux te faire l'héritier d'une guerre qui est pourtant enterrée mais que tu veux réactiver sous couvert de frustration sociale. Un tremplin, si tu en tires les leçons pour mieux comprendre l'humain dans sa complexité et dans ses contextes. Voilà ce qu'est la librairie africaine. Comprendre le monde en s'appuyant sur des œuvres d'envergure afin de mieux te comprendre et ensuite, pour que tu puisses t'élever, transmettre dans une logique de renaissance par l'excellence, par la compétence, par le savoir. En un mot, lis ou meurs. À très bientôt.